Un balado Radio-Canada audio. J'ai rien ce matin pour une petite conversation de machine à café. As-tu quelque chose? On peut parler dans le dos de notre ami Gascon, qui est encore absent. Je te dis, la jeune génération, Alex. Ouais. Je pense qu'il a peur des Kodak. Ouais. Parce que depuis qu'on est en vidéo, il passe son tour. Non, mais il est malade. Ouais, mais Il est malade. au hockey, c'est très populaire. Les buts à la Michigan, mais lui a attrapé un virus à la Michigan. Ouais, c'est Alors- non, mais t'as raison, mais c'est d'autant plus plate. Bon, Alex est malade. Il est pas, comment dire, il a pas peur. Il a pas peur des caméras. Non. Mais, ouais, il revient du Michigan où il est allé rencontrer Adam Fantilli. Mhm. Et là, bon, on pourra pas lui demander c'était comment. On pourra pas. Au prochain épisode. balado. Mais bon, il se passe... En fouillant, on peut peut-être trouver si s'est passé quelque chose dans le monde du hockey au cours des derniers jours. Je sais pas si on va trouver. Non, mais je vais en profiter pour faire quelques annonces d'intérêt public. Vas-y. D'abord, épisode spécial vendredi soir. Surveillez les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport pour l'heure exacte, mais en web diffusion en direct sur Facebook Live. On me dit même le Facebook de Radio-Canada Sport, mais même le Facebook de Radio-Canada. Point. Ça commence à être gros. Également sur .ca, je pense, Radio-Canada Sport, dans la section des sports du Radio-Canada.ca. Rideau sur la date limite des transactions. Qu'en restera-t-il? On verra bien parce que, enfin, je lisais, il y a des gens qui suggèrent à nos confrères qui vont être en ondes à compter de 6 heures du matin sur les divers réseaux de télé de sport de peut-être commencer plus tard que 6 heures du matin, parce qu'il n'y aura peut-être pas suffisamment de matériel. Oui, Parce que le matériel est pas mal. Les tablettes se vident. les tablettes se vident. On se croirait en Russie fin des années 80. Ouais, il va y avoir du rationnement, Ouais. j'ai l'impression. Il reste une patate, Un pain rouleau. un vieux brocoli. Ouais. Mais bon, on sera là parce que Kent Hughes parle aux médias vendredi après-midi. Alors, on sera là en soirée pour emballer tout ça. Donc, surveillez, comme je le disais, les réseaux sociaux du Radio-Canada Sport pour l'heure précise. Et balado. Et en balado, ouais, on sort le lendemain. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, ça, évidemment, sur audio, comme vous avez pris l'habitude de le faire et chose pour laquelle vous avez toute notre gratitude. C'était mon seul message d'intérêt public. Ben ça, puis Gascon est malade. Ça arrive. C'est des choses. Reviens-nous vite, Alex. Lâche pas, Alex. Alors, aujourd'hui, justement, est-ce la tempête avant le calme? Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai fait là. Que deviendras-tu, Denis Gourianov? Là, je t'ai volé ta formule sans vergogne. Ma série, oui. Ouais, exactement. Et de l'importance de bloquer des lancers. C'est tellement hockey, épisode 225. Avec notre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, Alex. Je m'appelle Alexandre Coupal. Après 16 saisons à Chicago, Patrick Kane n'est plus un Blackhawk. Kane a été échangé aux Rangers de New York dans une transaction qui permet aux Hawks de mettre la main sur un choix conditionnel de 2e tour et un choix de 4e tour au prochain repêchage. Les Oilers d'Edmonton ont aussi frappé un grand coup. Ils ont acquis le vétéran défenseur Mathias Ekholm des Predators de Nashville, ce qui mettra fin aux rumeurs entourant leur intérêt pour Joel Edmondson du Canadien. Les Oilers ont notamment cédé un autre défenseur, Tyson Barrie, et un choix de 1er tour. Les Leafs de Toronto, eux, ont cédé Rasmus Sundin aux Capitals de Washington. Sundin évoluait sur la 3e paire en défense à Toronto. Les Leafs obtiennent un autre défenseur, Eric Gustafsson, et un premier choix au prochain repêchage. Ils ont aussi cédé Pierre Engvall aux Islanders et obtenu Luke Schenn des Canucks. Bon, écoute, je sais pas avec quoi tu veux commencer, là, parce que des transactions, mon vieux, là, il y en a eu une et une autre. J'ai envie de te demander, d'entrée de jeu, laquelle te parle le plus? Ça, c'est ça pour les étudiants en communication, là, si vous êtes un animateur paresseux, c'est un bon truc, ça. Avec quoi? Fais ta job et la mienne en même temps. OK. Bien, écoute, premièrement, il se passe exactement ce qu'on avait prévu qu'elle allait se produire. C'est que, bon... les directeurs généraux, pour la plupart, sont vraiment sous contrainte par rapport au plafond salarial. Ils sont
Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et pour conclure des transactions, aller chercher les joueurs intéressants sur le marché, il faut conclure souvent des transactions à 3 équipes, diluer le salaire du joueur qu'on va chercher, etc. Et ça, ce n'est pas des transactions que tu peux faire. Des fois, ça prend 85 coups de téléphone avant de réussir à attacher tous les fils de ces transactions-là qui impliquent plusieurs joueurs, des choix de repêchage et tout ça. Alors, les directeurs généraux se sont pris d'avance cette saison. Il y a énormément, la plupart des joueurs les plus convoités ont déjà trouvé preneur. Moi, là, écoute, il y a toutes sortes il y a beaucoup de transactions qui m'interpellent. Celles que les Oilers d'Edmonton ont réalisées hier soir, aller chercher Mathias Ekholm, le défenseur des Prédateurs de Nashville. Personnellement, la meilleure performance d'un défenseur que j'ai vu depuis le début de la saison dans la Ligue nationale, c'est Mathias Ekholm. Ah ouais? C'est vraiment un défenseur solide, un gars complet qui est capable d'appuyer l'attaque, qui est responsable défensivement, qui est physique. Et ça va être un gros plus pour les Oilers. Les Oilers ont envoyé aux Prédateurs Tyson Barrie, un premier choix en 2023 et un choix de 4e tour, mais c'est vraiment une acquisition. Il y avait des rumeurs au cours des dernières semaines qui disaient que les Oilers convoitaient Erik Karlsson. Je pense qu'on en avait parlé ici. Ouais. Les Oilers n'avaient pas besoin d'Erik Karlsson. Ils ont déjà la meilleure attaque de la Ligue nationale, le meilleur avantage numérique. Ça leur prenait un ancrage défensif et Ekholm va être... Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'équipes de l'Ouest qui ont bougé, mais ça, c'est une transaction significative. Et ce qui ressort aussi, je trouve, les Bruins de Boston se dirigent vers une saison absolument exceptionnelle. C'était déjà le cas. Une des meilleures saisons de l'histoire, peut-être la meilleure de l'histoire de la Ligue nationale. Ils ont fait 2 grosses acquisitions en allant chercher Dimitri Orlov et Garnet Hathaway. Garnet Hathaway qui est un attaquant des 3e et 4e trios, mais un gars extrêmement coriace, un gars difficile à affronter. Alors, les Bruins sont encore plus forts qu'ils l'étaient, même s'ils se dirigeaient vers une des meilleures saisons de l'histoire. Et ce qui est particulièrement intéressant à voir, tout le monde parle de Patrick Kane, mais je trouve intéressant de voir à quel point les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay, qui savent déjà qu'ils vont s'affronter au premier tour éliminatoire, les 2 directeurs généraux, pour des raisons différentes, alors qu'ils n'ont pas de place sur le plafond salarial, font un peu du Houdini, là, essaient de sortir de leur camisole de force pour se renforcer avant le début des séries. Et on a notre ami Julien Brisebois qui a été chercher Tyler Janot à Nashville, qui est un gars de 25 ans qui a marqué une vingtaine de buts déjà, mais qui est un des joueurs qui distribue le plus de mises en échec dans la Ligue nationale de hockey, un gars robuste qui va qui va rendre le Lightning plus difficile à affronter. Et on a vu du côté de Toronto, là, Ryan O'Reilly, Noel Acciari sont rendus à Toronto. Kyle Dubas a été chercher Luke Schenn aussi. Qui n'a pas été cherché? Kyle Dubas est allé chercher tout le monde. Non, ce sont, quand je dis 2 directeurs généraux qui ont des raisons différentes de tout faire pour améliorer leur équipe, Julien Brisebois n'a pas le choix. Là. Son équipe pourrait accéder à la finale pour une 4e saison consécutive. Il a un groupe de joueurs exceptionnels. Les fenêtres sont courtes dans la Ligue nationale. Eux, ils l'ont déjà prolongé. Et tu ne peux pas arriver en face de tes joueurs et dire cette année, les gars, on n'a rien fait pour améliorer l'équipe. On n'avait pas de marge de manœuvre. Alors, il a donné son premier choix de 2025 pour conclure cette transaction-là. Et beaucoup un choix de premier tour, un choix de 2e tour en 2024, un choix de 3e, 4e, 5e, un jeune défenseur en Cal Foot. Donc, mais tu ne peux pas reculer. Là. Quand la fenêtre est ouverte et que tu as une chance d'y aller encore une fois, il faut que tu donnes les outils à ton équipe. Et à Toronto, c'est le contraire. C'est un directeur général qui a, depuis le premier jour du camp d'entraînement, l'épée de Damoclès. La guillotine, c'est ça. Il y a la tête au bûcher. Et les Maple Leafs sont aux prises avec la malédiction, une malédiction qui dure depuis les années 2000, là, incapables de franchir le premier tour éliminatoire. Donc, eux, ils essaient de briser cette séquence-là. Puis, ils savent que
l'équipe de direction va changer si ça arrive pas. Alors, il faut se donner les moyens et pouvoir dire, écoutez, on a fait tout ce qui était humainement possible pour améliorer cette équipe-là. Alors, on va avoir l'équivalent au premier tour éliminatoire de finale de la Coupe Stanley. Là, tout le moins de la finale de l'association. Oui. Même si c'est vrai que Boston est un client particulièrement coriace de l'autre côté. Mais tiens, moi, tu sais, l'expression « trop, c'est comme pas assez ». Moi, de Dubas, je trouve que ça ressemble à ça. Je trouve que ça sent à plein nez le DG qui est en dernière année de contrat, qui veut justement pouvoir dire j'ai fait quelque chose. Mon intuition n'est pas positive, je te dirais. Il me semble qu'on a fait beaucoup d'ajouts. De se débarrasser de Rasmus Sandin, je sais que c'était pas le défenseur le plus constant, mais il y a comme ça ressemble un peu à de la panique, un peu. Oui, bien, écoute, ils essaient d'avoir la ceinture et les bretelles, être le plus solide possible, mais cette équipe-là, la position fondamentale en séries éliminatoires, c'est la position de gardien. Et il va rester ce point d'interrogation-là jusqu'à la fin, j'ai l'impression. Alors, ça va être très, très intéressant de voir ça. Mais est-ce qu'on voit l'autre tendance qu'on voit, Alex, et je pense que c'est pas mal, les livres sont pas mal fermés là, pour les grosses transactions. Il va peut-être y en avoir d'autres, on va peut-être être surpris, mais c'est qu'on voit vraiment que ce sont les équipes dominantes de l'Est qui ont été chercher des renforts. Ouais. L'Est vide les ressources de l'Ouest. Là. Donc, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de directeurs généraux dans l'Est qui semblent croire en leur chance d'aller jusqu'au bout, même si c'est extrêmement relevé. Là, il y a beaucoup d'équipes qui aspirent à la Coupe Stanley. Alors, on verra ce que ça donnera. Par exemple, les Devils du New Jersey qui ont été chercher Timo Meier, qui est un joueur extrêmement convoité. Grosse transaction avec les Sharks de San Jose. Mais je trouve ça osé de la part de leurs dirigeants parce que c'est une équipe qui n'a pas d'expérience en série. Tu sais, c'est une jeune équipe qui est partie de 63 points de classement la saison dernière. Puis l'histoire nous enseigne que ces équipes-là, lorsqu'elles arrivent en série pour la première fois, il y a un apprentissage. Je ne sais pas. C'est pas le même sport jouer une série 4-7 dans la férocité du premier tour éliminatoire contre une bonne équipe. Et eux sont prédestinés à affronter les Rangers de New York. En plus, ça va être une autre série de la région métropolitaine de New York qui va être très, très relevée. Mais c'est ça, donc il y a des directeurs généraux qui prennent de très, très gros paris. Oui. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que, parce que, bon, dans le cas de Hischier, pas de Hischier, mais de Timo Meier, il n'y a pas de contrats qui a été signé. Mais on peut penser que, justement, avec Nico Hischier, il y a là une association normale. On peut penser que les Devils vont essayer de le garder. Tu parlais de Mathias Ekholm, qui est encore sous contrat pour plusieurs saisons. Il n'y a pas juste des joueurs de location, même si, bon, dans le cas de Meier, c'est encore ça, mais ça pourrait changer. On a aussi, il y a aussi des tendances à pas penser juste à l'année prochaine. Puis ça n'a pas toujours été comme ça à ce temps-ci de l'année. Oui. Non, c'est ça. La situation fait en sorte aussi que les directeurs généraux, je pense que Julien Brisebois a été un peu un précurseur dans ça, en concluant systématiquement des transactions qui n'étaient pas des locations à court terme, aller chercher des joueurs qui avaient encore des années de contrat écoulées, des joueurs dont on pouvait prévoir le contrat, dont les salaires n'étaient pas trop élevés, qui faisaient des compléments, qui allaient aider l'équipe pendant une saison ou deux après la transaction. Fait que les directeurs généraux s'ajustent, mais ils sont obligés de s'ajuster au contexte économique très difficile qui restreint leur marge de manœuvre, qui fait en sorte qu'il faut échanger $1 pour $1 ou demander aux équipes adverses de garder du salaire, de retenir du salaire pour que les transactions puissent se faire. Alors donc, il y a beaucoup d'équipes qui empilent les choix de repêchage. On voit les Blackhawks de Chicago, les Prédateurs de Nashville. Ça, c'est une autre grosse nouvelle cette semaine. Bon, tu sais, les Prédateurs ont échangé Tyler Janot, conclu des transactions, mais ils ont annoncé qu'il allait avoir un changement de directeur général, que David Poile allait céder sa place à Barry Trotz. Et là, on voit que David Poile est en train de vraiment donner une marge de manœuvre à Barry Trotz. Là, ils ont quelque chose comme déjà 6 choix de repêchage
dans les 3 premiers tours et 11 au total, je pense, lors de la prochaine séance de repêchage qui va avoir lieu à Nashville. Alors, ils sont en train de préparer vraiment une grande reconstruction là-bas. Fait qu'on voit des grands mouvements à travers la Ligue, mais ça va être compétitif. Tous les directeurs généraux, on dirait, sont en train de se préparer de l'Est, sont en train de se préparer à des séries extrêmement difficiles, extrêmement ardues, alors que dans l'Ouest, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont espoir, qui se disent c'est ouvert. On a peut-être une chance. Colorado, Edmonton, Vegas. Il y a plusieurs équipes qui peuvent se dire écoutez, on a une chance d'aller jusqu'au bout. Là. Mais c'est Gascon qui disait ça la semaine passée, justement, qu'il y avait un coup à jouer pour plusieurs équipes dans l'Ouest. Je crois comprendre qu'il pensait que ça allait se traduire par de l'action, mais c'est exactement le contraire qu'on observe et l'explication pourrait être la même. Je te le dis, as-tu l'impression, si on prend l'exemple de l'Avalanche, mettons, as-tu l'impression qu'ils sont un peu en train de regarder la parade, de manquer le bateau? Très bonne question. J'ai l'impression que les dirigeants de l'Avalanche se disent on a gagné avec ce groupe-là qui était exceptionnel la saison dernière. Le rendement actuel de l'équipe ne traduit pas le vrai potentiel de l'Avalanche parce que les joueurs clés ont été blessés. Et absents pendant longtemps. C'est ça. Mais je serais surpris qu'ils ne bougent pas. Là. Il faut que tu essaies de donner un peu d'aide à ton équipe, d'ajouter de la profondeur, de couvrir de couvrir tes faiblesses pour faire un bon bout de chemin en série. Puis, tu sais, dans l'Ouest, bon, à part les Oilers, il y a les Kings aussi qui ont bougé aujourd'hui. Les Kings ont été chercher le défenseur Vladislav Gavrikov et le gardien Jonas Korpisalo. J'ai l'impression que c'est Korpisalo qui est plus le joueur clé dans cette transaction-là. Devant le filet, les Kings, c'était douteux. Jonathan Quick, depuis 5 ans, c'est plus le même gardien. Là. Il a été blessé à l'aine, il a été blessé aux hanches, a subi des interventions chirurgicales. Et les nouvelles qu'on entend de Los Angeles, c'est que les joueurs des Kings sont vraiment abattus de voir partir leur gardien et que Jonathan Quick est vraiment pas heureux d'être échangé, mais il faut le dire, là, il n'avait plus depuis plusieurs saisons le niveau d'un gardien de premier niveau. Et les Kings, pour aller chercher Korpisalo et Gavrikov, un choix de premier tour, un choix de troisième tour remis aux Blue Jackets. C'est ça, aux Blue Jackets. Donc, eux aussi, les Blue Jackets sont en mode reconstruction. Penses-tu... Columbus, parce que Columbus, Nashville, c'était pas nécessairement des équipes qu'on attendait comme étant des vendeuses, des grosses vendeuses. C'est bizarre de phrase, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire. On ne s'attendait pas à ce qu'ils liquident comme ça. Penses-tu qu'ils vont continuer de liquider ou parce qu'il y a quand même un paquet de joueurs intéressants. Puis là, évidemment, il y a la date limite des transactions, mais mettons, même cet été, là, quand justement il y a davantage d'actions, as-tu l'impression que... je sais pas, je pense à j'allais dire Peter Forsberg. L'autre Forsberg à Nashville. Voyons, c'est quoi son prénom? Philippe. Bon, ça. Ou Zach Werenski. C'est des gars qui généraient sûrement beaucoup de valeur de retour. Là, moi, je pense que l'organisation des Blue Jackets ne s'attendait pas à avoir une avalanche de blessures. Ça a été vraiment épouvantable. Pour cette organisation-là, ils n'ont pas pu performer à la hauteur des attentes. Donc, je pense qu'ils font juste prendre un pas de recul, profiter de la situation. On est bas au classement, on va chercher des choix et on va en profiter pour se donner un nouvel élan. Mais les Prédateurs, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train ils sont en train de repartir en neuf. De vider la place pour mieux repartir par la suite. Et c'est intéressant de voir la philosophie de cette organisation-là. David Poile, qui a été le seul directeur général de l'histoire. Est-ce que c'est sa vraie couleur de cheveux? J'en doute. Et Barry Trotz, qui a été le premier entraîneur de l'organisation, qui a été là pendant très longtemps. Donc, on y va. Et les deux ont déjà travaillé chez les Capitals de Washington ensemble. Donc, c'est vraiment, on maintient une philosophie, on opte pour une philosophie et c'est assez rare de voir un entraîneur de carrière, un des meilleurs entraîneurs de la Ligue, devenir directeur général. C'est pas une promotion naturelle dans le monde du hockey. C'est rare comme ça que ça fonctionne. C'est rare que les entraîneurs deviennent directeurs généraux. Alors, on verra ce que ça donnera. Ce que j'allais conclure là-dessus, je sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire? C'était tellement un bon coach en plus.
pratiquement dommage. Oui. Puis je lisais, tu sais, là, il va être, il va suivre Poile jusqu'à la fin de la saison pour apprendre un peu ce métier-là. Oui, il a déjà été directeur des opérations hockey, mais si on s'entend, ça n'a rien. C'est pas aussi complexe qu'être directeur général. Il va avoir des directeurs généraux adjoints qui vont l'aider. Et moi, je suis très curieux de voir qui Barry Trotz va choisir pour entraîner son équipe. Parce que c'est ça, c'est vraiment un des meilleurs entraîneurs de la profession. Donc, ses standards doivent être très, très, très élevés. J'ai hâte de voir qui va occuper ce poste clé-là. Et Barry Trotz, c'est une bonne personne. Je ne sais pas s'il va être très bon pour faire des transactions et tout ça. En évaluation de talent, il doit être on s'entend, aussi bon que n'importe quel autre directeur général, mais c'était le genre d'entraîneur qui, quand son équipe faisait une transaction, allait lui-même chercher le joueur qui s'en venait se greffer à son équipe. Il allait lui-même le chercher à l'aéroport, même s'il était minuit le soir, pour aller le conduire à l'hôtel, puis lui raconter en chemin, « Écoute, je suis content que tu sois là, voici comment je vais t'utiliser, comment tu vois ça? » Alors, c'est quelqu'un qui a un grand, grand capital de sympathie dans le hockey. Alors, ça va être intéressant. Ça va peut-être, s'il connaît du succès, Barry Trotz, ça va peut-être permettre aux très bons entraîneurs dans la Ligue nationale de connaître une deuxième carrière intéressante, donner un deuxième élan à leur carrière. Comme l'impression qu'il ne fera pas aussi longtemps que Poile, par exemple. Non, il est un petit peu plus avancé en âge. Et le règne de David Poile a été très, très long, là, il faut le dire. Exactement. Puis Barry Trotz, je suis pas mal sûr que c'est sa vraie couleur de cheveux. Oui. Écoute, je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé son cheminement cette année, comment qu'il l'utilisait. Mais tu sais, quand tu as un nouveau départ de même, absolument, t'amènes, t'es excité, l'enthousiasme, l'émotion un petit peu. Puis, on a vu ça à soir. Là. Je pense que je pense qu'il est content de son match. Mais bon, le Canadien a bougé aussi. Bon sang, les gens disent, allez-vous en parler? Allez-vous en parler? Oui, on va en parler. Le Canadien a bougé, effectivement. Moi, il a fallu que je relise 2-3 fois, là, parce que je n'étais pas sûr de comprendre. D'abord, je suis surpris que Evgeny Dadonov génère de l'attention, quoique... C'est un exemple intéressant, puis on en parlait aussi au cours des dernières semaines. T'sais, on disait, c'est pas dans le dernier mois que les gars augmentent leur valeur ou diminuent leur valeur. Les équipes qui vont être intéressées à des candidats potentiels ont une idée sur ces joueurs-là depuis toujours. Puis c'était un peu ça qui est arrivé parce que en allant rejoindre son ancien coach Peter DeBoer à Dallas, c'est la seule explication possible pour qu'il y ait eu de l'intérêt pour Evgeny Dadonov, qui n'a pas marqué d'ailleurs, je pense, à son premier match. On leur souhaite. Il a marqué un beau but. On lui souhaite tout le succès là-bas. Mais j'étais comme Denis Gourianov. C'était pas le gars. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, le Canadien. Peut-être que c'était le match de la veille de l'enregistrement, mais je cabotinais. Ça va t'étonner. Gourianov avait marqué 2-3 buts. Je sais pas trop, il avait été dominant. J'étais comme, c'est qui ce gars-là? Là, j'étais mêlé. Est-ce que c'est le même gars? C'est le même gars. Je sais pas. Toi, ton niveau de surprise de voir ça se matérialiser? Ben, tu sais, le passé de Dadonov avec Peter DeBoer est sans doute une explication. Dadonov jouait beaucoup mieux depuis 3 semaines, 1 mois chez le Canadien. Puis, écoute, moi, je vois ça comme une transaction des Stars. Gourianov ne fonctionnait absolument plus avec les Stars depuis 3 ans. Sa production offensive est en déclin. C'est un gars qui s'annonçait... On croyait qu'il allait devenir un bon attaquant de puissance dans la Ligue nationale. C'est un gros ailier qui patine, qui a un très, très bon coup de patin, capable de marquer des buts. Puis ça s'est étiolé énormément. 2 buts, 7 passes depuis le début de la saison. Les Stars s'en vont en série. Ils ont regardé qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher quelque chose de mieux que Gourianov qui va nous aider offensivement. Puis, je pense que les dirigeants du Canadien ont fait une fleur à Dadonov parce qu'il s'est bien comporté à Montréal. Il n'a pas dit un mot. Il a essayé de bien faire son travail. Puis on lui a dit, tiens, on te donne une chance de jouer en série puis de prouver ta valeur et de peut-être trouver montrer que tu peux rester dans la Ligue nationale de hockey. Puis de l'autre côté, le Canadien, on s'entend, aller chercher un gars qui a 2 buts depuis le début de la saison, c'est pas une grande préoccupation si on va gagner ou perdre d'ici la fin de la saison. Puis si
on est capable de redonner une étincelle à Gourianov et qui fait bien d'ici la fin de la saison et qui se plaît, on peut peut-être lui donner un contrat d'une saison pour la saison prochaine. Tu sais, le Canadien va être encore en reconstruction la saison prochaine. T'es pas sérieux. Non, mais tu sais, il n'y a pas... Ça peut être intéressant. Puis si ça ne fonctionne pas, merci, bonsoir. Puis ça aurait été de courte durée. Mais ça montre juste que Dadonov n'avait pas vraiment de valeur sur le marché. Le Canadien n'a été chercher aucun actif. C'est un autre contrat qui se termine avec un joueur qui performait pas. C'est ça. Alors, on a fait une fleur à Dadonov, puis on dit, on verra ce que ça donnera. Pourquoi pas? Et Gourianov a été... à mon sens, le meilleur attaquant du Canadien. Ben, j'allais dire, c'est ça. Ben, fais-nous une analyse exhaustive de ce premier et seul match de Gourianov avec le Canadien. Premièrement, il a montré beaucoup de détermination, a montré quelques flashs de sa vitesse, capable de déborder les défenseurs. Martin Saint-Louis l'a placé dans des bonnes conditions, l'a fait jouer avec Nick Suzuki. Et c'est pas un gars qui est reconnu comme un fabricant de jeu, Gourianov, mais là, il cherchait Suzuki sur la patinoire. Là, on voyait qu'il y avait un respect. Il y a eu quelques bonnes passes. Il a fabriqué quelques beaux jeux et il a obtenu 3 chances de marquer de qualité dans le match. Alors, il y a un impact direct sur le premier but. C'est lui qui fait la sortie de zone, puis il fait de l'écran ensuite. Sur un autre but, il était positionné devant le gardien. Donc, c'est un très, très bon départ. Et moi, je fais une comparaison des fois qui est un peu boiteuse, mais je connais beaucoup de gars dans la vie qui... ont été des bien meilleurs conjoints avec leur deuxième conjointe qu'avec la première. On apprend des choses. Non, mais c'est juste... Dis pas ça à ma blonde. Là. Non, mais on apprend apprend de nos expériences dans la vie. Absolument. On devient meilleur. Et il y a souvent, dans le monde du sport, peu importe que ce soit le hockey, le baseball, le football, des joueurs qui deviennent plus performants avec leur deuxième équipe, qui deviennent meilleurs parce que là, il y a un petit réveil. Tu as été rejeté, où ça n'a pas fonctionné. Et là, tu essaies de corriger tes lacunes ou de devenir meilleur. Alors, est-ce qu'il fonctionne sur l'adrénaline présentement, Gourianov? Assurément. Et que ça va durer seulement 10 matchs? Ou est-ce qu'il va reprendre confiance dans un nouvel environnement? Et que ça va le relancer, qu'il va devenir le joueur qu'il aurait dû être. Il a juste 25 ans. Là, on ne parle pas d'un joueur de 34 ans. Alors, ça va être... C'est juste un pari intéressant il n'y aura aucune perte à la fin. C'est ça. Bon, vite, là, si Hughes a été capable de faire quelque chose, disons ça comme ça, avec Dadonov, penses-tu qu'il va réussir à faire quelque chose d'autre d'ici vendredi? Ça va être intéressant. Un gars comme Jonathan Drouin, je suis curieux. Moi, je ne serais pas surpris que le Canadien soit incapable d'échanger Jonathan Drouin. Je lui souhaite à Jonathan de trouver preneur pour lui aussi connaître cette étincelle-là. On voit que il tente beaucoup de faire les bonnes choses et tout ça, mais c'est pas le même joueur que c'était. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est éteint un peu en lui. Hier, il a démontré, il a fait un repli défensif extraordinaire à un moment donné pour empêcher un but. Là, il était le dernier joueur du Canadien pour empêcher un joueur d'arriver seul avec le gardien. Donc, il essaie de montrer qu'il est capable de jouer sur 200 pieds puis d'être plus responsable défensivement. On le fait jouer au centre, qui n'est pas sa position naturelle. Il montre une bonne attitude, mais j'ai très, très hâte de voir si on va pouvoir trouver preneur pour Jonathan avec une équipe qui aspire aux séries éliminatoires. Ce serait un peu une histoire comme ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui a déjà un préjugé favorable. C'est ça, mais quelqu'un qui dirait, bon, ben, on a un joueur moins performant que Drouin dans notre alignement et qu'on aimerait mieux avoir Drouin. La porte était ouverte à quelques boutades, là, mais disons les choses comme elles sont. Il récolte des mentions d'aide ici et là, mais il n'a pas marqué depuis maintenant, 14 mois. Alors, non, mais c'est triste, là, mais c'est ça. Alors, on verra. Puis les autres joueurs intéressants, comme Sean Monahan est blessé. Joel Edmondson est blessé depuis un bon bout de temps aussi. Et la Ligue nationale a envoyé un mémo aux équipes hier ou avant-hier pour dire, écoutez, on va surveiller de près s'il y a des directeurs généraux qui ont l'intention de faire des transactions pour acquérir des gars qui sont blessés, pour les garder sur la liste. Blessés jusqu'au... c'est ça, pour contourner le plafond salarial en les gardant sur la liste des blessés jusqu'aux séries éliminatoires. On va surveiller ça de près. Alors, ça veut dire que les équipes qui vont acquérir ces joueurs-là blessés, qui peuvent aider en série
série vont devoir avoir l'espace sous le plafond pour justifier cette acquisition-là, ces acquisitions-là. Donc, ça va peut-être être plus difficile de les refiler. Tout à fait, ouais. Sûrement que c'est ça. Ils ont été quelques-uns à faire « Oh! » Ils ont reçu le mémo. Mais et je trouve que ça démontre à quel point les directeurs généraux sont astucieux, pour toujours trouver une façon de contourner le règlement, exploiter. Ouais. C'est un peu comme en Formule 1. Là. Tout ce qui n'est pas écrit dans le règlement technique, tu as le droit de le faire. Exactement. Alors voilà. Puis c'est comme ça qu'on avance. En terminant, je sais même pas, je te demande même pas un commentaire. Je ne fais qu'affirmer que Caden Goulet, c'est mon joueur préféré. Ouais, J'étais content de le voir hier. Puis bon sang que je trouve que... On a parlé de Slavkovski, de Cole Caulfield, mais tu sais, moi, je trouve que ce qui m'emballe là, dans l'avenir de cette équipe-là, c'est Caden Goulet. Oui. C'est un très bon jeune défenseur. Il a montré beaucoup d'aplomb pour un gars qui a été absent du jeu pendant plusieurs semaines. Il a marqué un but. C'est peut-être un futur capitaine du Canadien. En tout cas, un futur rouage important. Il est déjà un rouage important. C'est ça, t'as raison. Ouais, exact. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ah, ben c'était facile cette semaine. Il y a des semaines, c'est plus difficile. Mais cette semaine, c'était facile avec l'arrivée de Denis Gourianov. C'était une question du type compléter la phrase que l'on vous adressait sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Alors, avec le Canadien, Denis Gourianov sera... sur le book, on a beaucoup de réponses qui vont comme suit. De passage. Qui sera de passage. François Ce qui n'est pas un mauvais... C'est pas une mauvaise prédiction. C'est une bonne intuition. Ouais. Benoît, Ted, François, entre autres, ont répondu ça sur Facebook. Une bonne surprise, dit Arnaud. Ça se peut, ça aussi. Daniel, démoli par les journalistes dès son premier match. Come on, Daniel, on n'est pas tous comme ça. Je sais pas quels médias ils consomment, mais la presse à Montréal, je trouve, est très... Ils sont fins. Très professionnellement dit. La couverture n'est pas méchante, la couverture du Canadien. Tu as raison. Mais enfin, il y a peut-être, je sais pas, un ou deux. Il y a un ou deux animateurs, des fois, qui... Et les gens confondent souvent les journalistes avec les animateurs. C'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet-là. Puis les un ou deux animateurs, vous savez, c'est lesquels, j'imagine. Il y a Jean-Sébastien qui dit un joueur de hockey avec un casque toujours aussi mal ajusté. D'accord. Le bon Simon, Jamie Tartt, référence à Ted Lasso. D'ailleurs, la 3e saison s'en vient, j'ai entendu dire. J'ai très hâte. Puis bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, Jamie Tartt, c'est ça, il devient bon quand il est échangé. Je pense que c'est ça. Puis Alexis qui dit Denis Gourianov avec le Canadien sera souvent au New City Gas, référence pour les amateurs de nightlife. Sur le Twitter, Jack dit un jeune Dadonov. Intéressant. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, dit un pari risqué, mais qui n'a pas coûté grand-chose. Il y a un petit paradoxe là-dedans. Exact. Mais bon. Sinon, quoi d'autre? Toujours sur... oui, il y en a une que j'aime beaucoup. Sur Twitter, Marc-André Forêt, un Benoît Pouliot 2.0. Je me suis posé cette question-là, moi, quand j'ai compris qu'on avait abandonné à Dallas sur Denis Gourianov. Tu sais, il est beau, il est grand, il patine comme le vent, il a un bon tir, oui. Puis personne l'aime. Généralement, il y a une raison pour ça. Quand une équipe n'aime pas un joueur, mais je reviens tantôt sur ma comparaison qui était boiteuse. Benoît, il a eu plusieurs épouses, lui. Oui. Ça n'a pas eu beaucoup de changements. Mais c'est pas facile, des fois, de trouver c'est ça. L'amour. L'amour, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Puis, vite, sur le Gram, il y a... Marc-Antoine Ranger, c'est un vrai nom, c'est pour ça que j'ai eu de la misère, qui dit un tremplin vers la KHL. Et tu sais que maintenant, notre gourou des réseaux sociaux fait un sondage sur le YouTube, c'est intéressant. Alors, avec le Canadien, Denis Gourianov sera un vol, 10% des répondants. De passage, 46% des répondants, c'est la réponse la plus populaire. Top 6, 15% des réponses. Et profondeur, 29% des réponses. Donc, dans l'ensemble, les gens... Je pense que c'est ça. C'est un Benoît Pouliot. Il y a du Benoît Pouliot dans le nez. La meilleure façon de regarder cette transaction-là, c'est juste de ne pas avoir d'attente trop élevée. C'est ça. Et si ils livrent la marchandise, tant mieux.
On l'entend pas souvent. On n'entend pas souvent de ouch, malgré le fait qu'il s'en bloque des tirs dans la Ligue nationale de hockey. Puis, en lisant tes notes, Martin, tu m'apprenais. Écoute, je vais être transparent, je l'ai toujours été. J'avais pas vu ça, que Mark Giordano était devenu le joueur ayant bloqué le plus de tirs dans l'histoire de la LNH, l'histoire relativement récente, parce qu'on n'a pas toujours compilé. On comptabilisait pas cette statistique-là dans le temps. D'abord, surpris que Giordano soit le joueur soit là, mais tant mieux pour lui, puis on le félicite. Et c'est effectivement, il y a dans cette statistique-là, bon, évidemment, l'utilité pure et simple de la chose, mais aussi un commentaire, ou enfin une philosophie, je devrais dire, sur la façon dont on pratique le jeu. Enfin, c'est peut-être pas tout le monde qui seront d'accord, mais il me semble qu'il y a là une valeur cardinale là, quand on veut avoir une équipe qui a du succès. Oui, mais écoute, je te parle de ça. Je trouvais que ça faisait un sujet de chronique intéressant. Je vais peut-être écrire là-dessus, d'ailleurs, au cours des prochains jours. Mais l'histoire de Giordano, j'ai fouillé un peu parce que, bon, les collègues à Toronto, plutôt les confrères et consoeurs à Toronto, ont fait une histoire autour de ça, autour du fait que Giordano allait devenir le joueur qui allait avoir bloqué le plus grand nombre de tirs dans l'histoire. Le week-end dernier, il est devenu le premier officiellement dans la Ligue. 2046 tirs bloqués en 1084 matchs dans la Ligue nationale. C'est 5,06 tirs bloqués par 60 minutes de jeu. Et Giordano est celui qui a bloqué le plus de tirs parce qu'il joue depuis longtemps. Mais en termes de moyenne par 60 minutes de jeu, là, en carrière, pour les gars qui ont joué 500 matchs et plus dans la Ligue, c'est Anton Volchenkov, l'ancien défenseur. Dont on se souvient, des sénateurs. Oui, notamment. Et Chris Russell, qui vient de prendre sa retraite, qui a joué pour les Oilers au cours des dernières années, avec respectivement 7,49 et 7,03 tirs bloqués par 60 minutes de jeu. Ouais. Alors, c'est quand même... ça veut dire qu'à tous ces gars-là ont empêché beaucoup de buts dans leur carrière et ils ont réparé beaucoup d'erreurs de leurs coéquipiers. Et moi, je considère ça depuis toujours. Je note toujours à chaque match, je vous parle des chances de marquer de qualité, tout ça. Bloquer un tir, c'est une habileté dans la Ligue nationale. C'est pas tous les joueurs qui sont capables de bien faire ça et de le faire beaucoup. Et c'est un des gestes les plus altruistes, je trouve, qu'il y a dans le hockey. Là. Il n'y a pas de reconnaissance particulière pour ça. Ça fait mal. Tu peux te faire blesser sérieusement. Et je pense qu'on a parlé de... Je t'ai déjà mentionné ça il y a très longtemps quand on faisait de la radio le matin ensemble. Moi, ce qui m'impressionne, une des choses qui m'impressionne le plus des joueurs de hockey, c'est que quand on voit un se faire casser le pied en bloquant un tir, être absent pendant 6 semaines de jeu, revenir après, le gars, à sa première présence, il faut qu'il bloque un tir puis il se place devant le tireur comme si rien n'était. Ouais. Alors, c'est un aspect du jeu qui est très valorisé dans le monde du hockey, mais dont on ne parle pas beaucoup. Et juste donner un exemple à quel point c'est valorisé. Les Bruins, qui étaient déjà armés jusqu'aux dents, ont été chercher l'attaquant Garnet Hathaway à Washington. Bien, Garnet Hathaway, chez les attaquants réguliers de la Ligue nationale, c'est celui qui a le plus de tirs bloqués par 60 minutes de jeu. Donc, c'est un aspect de son jeu qui a été valorisé. Les Bruins se sont dit, il faut qu'on soit difficile à affronter. Ça nous prend quelqu'un d'hargneux, ça nous prend quelqu'un qui va se sacrifier en série. Et j'ai extrapolé un petit peu, ça nous en dit beaucoup sur la personnalité d'un joueur, cette statistique-là. Il y a une super vedette dans la Ligue nationale qui est parmi les meneurs chez les attaquants pour les tirs bloqués. Et si on faisait une question quiz avec ça, personne ne le trouverait. Personne ne le trouverait. Et ce joueur-là, c'est Austin Matthews, qui est 15e dans la Ligue nationale chez les attaquants, avec 4,26 tirs bloqués par 60 minutes de jeu. Et ça, je trouve, les gens disent souvent, il n'y a pas de leadership à Toronto. Ouais. Je m'excuse, mais quand ton plus haut salarié bloque des tirs et celui qui bloque le plus de tirs parmi les attaquants, c'est une marque de leadership. Et, statistique intéressante, Raphaël Harvey-Pinard, chez les attaquants de la Ligue nationale, il y a juste 16 matchs de jouer présentement, mais c'est celui qui a la plus haute moyenne de tirs bloqués dans la Ligue nationale. 6,34. Dans la Ligue? Dans la Ligue. Chez les attaquants de la Ligue, tantôt je disais Garnet Hathaway, chez les attaquants réguliers parce qu'il a disputé toute la saison, mais Harvey Pinard, après 16 matchs, c'est l'attaquant qui a le plus de tirs bloqués par 60 minutes de jeu, 6,34. Et ça nous montre, je trouve, ça nous dit quel genre de joueur est Raphaël Harvey Pinard. Il bloque des tirs, puis ça fait mal, puis on le voit souvent, il va en bloquer 3 consécutifs sur la même présence, mais il reste sur la patinoire. Alors, c'est pas juste
son jeu offensif qui retient l'attention chez les Canadiens. Il montre et Martin Saint-Louis le mentionne souvent, il dit il y a des jeunes hommes qui jouent au hockey, puis il y en a qui sont des joueurs de hockey, et Raphaël Harvey-Pinard, c'est un joueur de hockey. Ça, c'est un beau compliment. Et dans l'ensemble de la Ligue nationale, parce que ce sont toujours les défenseurs qui bloquent le plus de tirs, on s'entend, leur position fait ainsi. Ouais. C'est Alec Martinez des Golden Knights de Vegas qui est premier dans la Ligue avec pas loin de 10 tirs bloqués par 60 minutes de jeu. Quand même, hein. C'est vraiment impressionnant. Mais je voulais attirer l'attention sur les 2e et 3e rangs dans la Ligue. Ce sont Joel Edmondson avec 8,5 tirs bloqués et David Savard à 7,9 tirs bloqués par 60 minutes de jeu. Et ça, on en parle des fois, c'est un peu indéfini ou flou, le concept de mentorat pour les jeunes joueurs. Ouais. Il y a 4-5 recrues qui ont porté les couleurs du Canadien cette saison en défense. Et le fait d'avoir des mentors comme ça qui systématiquement se bloquent les tirs et se sacrifient leur corps pour gagner des matchs de hockey, c'est important en termes d'influence pour les jeunes joueurs. Mais je trouve aussi que ça rejoint un commentaire qu'on a depuis le début de la saison quand on parle du Canadien. On dit « Ouais, ils sont pas talentueux, mais ils se battent à tous les matchs. » Il y a une détermination dans cette équipe-là qui plaît aux partisans. Et le fait on a 3 joueurs comme ça qu'on vient de nommer rapidement qui sont parmi les meneurs de la Ligue dans les tirs bloqués. Alors ça illustre quelque chose. Ça montre qu'il y a un fond dans cette équipe-là. Il y a des gars qui, soir après soir, se battent pour gagner, même si c'est pas une saison gagnante. Et mention spéciale à Austin Matthews. Vraiment? Moi, je ne l'avais pas vu venir. Puis, moi, je l'ai déjà dit ici aussi, mais depuis, est-ce que c'était... Moi, c'est les séries, je ne sais plus, là, avec la pandémie, puis des séries en plein milieu de l'été, là, mais l'année des séries où le Canadien s'est rendu en finale, Matthews m'avait beaucoup impressionné dans la première ronde contre le Canadien. Puis c'est ça, on ne lui donne pas toujours tout le crédit qui lui revient. Il s'était frotté à Carey Price, le pauvre lui, mais il avait pas mal joué. Et une autre statistique qui est très valorisée par les équipes, c'est les mises en échec distribuées. Ouais. Le Lightning a été chercher Tyler Jeannot, je le disais, il est parmi les meneurs de la Ligue. Mais le joueur dans la Ligue nationale qui a le plus de mises en échec distribuées par 60 minutes de jeu, est-ce que je te laisse le choix? C'est soit Austin Matthews ou Raphaël Harvey-Pinard. C'est Michael Pezzetta. Hein, pour vrai? Oui. Alors, quand même, ça aussi, ça en dit. Pas un grand talent, Michael Pezzetta, mais c'est le gars qui, par 60 minutes de jeu, donne le plus de mise en échec dans la ça recoupe aussi quelque chose qu'on a abordé il y a de ça quelques semaines, quand il y a eu la transition là, entre un 4e trio formé de gars qui n'ont pas d'affaires là, puis que Pezzetta s'est amené, on a vu plus Petlik, Belzile, c'est ça. Il y a comme une... c'est un tout aussi. Là, il y a comme une façon, comme une identité de 4e trio. Aussi, Pinard avec Belzile et Pezzetta, ils ont causé comme 4e trio. Ils ont causé beaucoup de dommages quand ils ont joué ensemble. Alors ça, je voulais juste souligner ça, dire une statistique dont on tient peu compte ou dont on parle rarement, mais les gars qui font ça sont très précieux pour leur équipe et les équipes gagnantes valorisent ça beaucoup. Le Lightning, quand le Lightning a accédé à la finale de la Coupe Stanley contre le Canadien, ils avaient été chercher David Savard pour se joindre à leur brigade défensive. Mais David Savard, une de ses grandes qualités. Ouais. On rit toujours, on fait des farces, on dit David a des grosses fesses, il bloque tous les tirs, mais c'est un gars qui a développé cette habileté-là. Et il y a sûrement beaucoup d'attaquants qui l'haïssent à travers la Ligue parce qu'il est souvent entre le filet et la rondelle. Puis, travaillez là-dessus, les jeunes, à l'écoute. Ah oui, sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous. Ouais. M. Courteau, oui, il dit qu'il veut s'en aller, mais il dit aussi qu'il veut rester autour de la Ligue pour faire la passation. Moi, je crois que la Ligue devrait, au contraire, ouvrir grand les fenêtres puis faire rentrer de l'air frais là, pour recommencer à neuf avec des gens qui auront une autre vision pour la suite des choses. Quand on a enregistré mercredi dernier, on était à quelques heures de cette audience-là. Tu as chroniqué là-dessus. Comme bien des gens, pas été particulièrement impressionné, mais et on finit encore le balado comme on fait depuis plusieurs semaines, là, avec les dessous sombres du hockey. Mais on va en venir à bout. Je te le promets. Et ça passe peut-être parce que Marie-Salle disait, c'est-à-dire faire entrer un peu d'air frais. Tu sais, là, Gilles Courteau, c'est sa dernière année. Il va céder son poste à la fin de la saison. Puis, je pense que c'est en train de faire tâche là, sur son leg, tout ça. Oui.
Écoute, à tort ou à raison, M. Courteau est là depuis longtemps. La culture du hockey est là. Il était là avant lui. Ouais. Ouais. Et le hockey junior, ce que nous a démontré le hockey junior au cours des dernières décennies, c'est que c'est pas un milieu qui est proactif c'est pas un milieu qui provoque le changement, c'est un milieu qui est réactif. Alors, quand il y a des scandales, à un moment donné, on parlait de à quel point c'était épouvantable que les joueurs, le niveau d'études des joueurs, que les joueurs avaient peu la chance d'étudier, tout ça. Là, ils se sont concentrés un peu plus là-dessus, mais c'est encore pas parfait. Il y a eu un scandale du dopage aussi dans les années 90. Là, il y avait utilisation de produits stimulants, beaucoup de joueurs qui fumaient du cannabis, etc. Là, quand ça a fait scandale dans les médias, il y a eu adoption d'une politique antidopage. Alors, c'est un peu comme ça. Et là, avec les agressions épouvantables qui ont été révélées, la Ligue junior majeure du Québec là, réagit. Et donc, la comparution de M. Courteau, il a tenu un discours très rassurant devant les députés. Il a joué sur les mots. Il a dit, écoutez, ce qui était dans l'article de Radio-Canada, ça concernait pas... Il n'y avait aucun cas qui concernait la Ligue junior majeure du Québec. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Les témoignages qu'on avait cités ne concernaient pas la Ligue junior majeure du Québec ou ce que le juge avait écrit, ça ne concernait pas la Ligue junior majeure du Québec. Alors, c'était un langage ambigu qui laissait l'impression aux gens qui écoutaient que, la Ligue junior majeure n'est pas concernée. Ils ne sont pas comme ça. En sortant, il a dit aux journalistes, écoutez, il y avait un seul ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui a fait une déclaration assermentée. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune connotation sexuelle dans son témoignage. Alors, à travers le pays, les manchettes, c'était, Gilles Courteau dit qu'il n'y a pas de problème dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors que, quand on lit la déclaration assermentée du joueur en question, Stephen Quirk, il a été agressé sexuellement de façon épouvantable par ses coéquipiers quand il était une recrue chez les Alpines de Moncton. La presse est revenue aussi cette semaine pour souligner que dans son témoignage assermenté aussi, dans son déclaration assermentée, dans le cadre de la demande de recours collectif, M. Courteau avait tenu des propos beaucoup plus alarmants sur le problème des abus commis dans le cadre d'initiation, des mauvais traitements faits aux plus jeunes joueurs dans le hockey junior. Il disait que c'était un problème auquel la Ligue faisait face depuis 45 ans, qui était un sérieux problème, mais il a été très rassurant devant les députés. Et son discours rassurant a fait en sorte que le gouvernement a fermé la commission dès le lendemain. Ce que je trouve épouvantable. Là. Je pense pas, ça, Alex... c'est un peu l'autre affaire aussi. Là, la CAQ n'a pas été, non. C'est pas brillant comme performance. Les députés de la CAQ n'ont pas étaient visiblement pas préparés pour poser des questions sérieuses. Et tu regardes la façon dont ça s'est passé à l'Assemblée nationale, tu compares ça avec la façon dont le Comité du patrimoine a accueilli les gens de Hockey Canada et les a talonnés dans le scandale du présumé viol collectif dont on a beaucoup parlé. Ça fait amateur. Ça fait amateur du côté de l'Assemblée nationale. Ouais. Alors, je pense pas que si ça s'était produit des cas de torture, d'abus sexuels ou d'abus physiques dans une commission scolaire ou dans le réseau hospitalier, que le ministre ou le gouvernement aurait mis un couvercle là-dessus après quelques témoignages. Dire, OK, on a assez entendu, on ne veut pas en entendre plus. Alors que les témoignages étaient très superficiels. Mais cette cause-là va quand même continuer à cheminer devant les tribunaux et on va encore en entendre parler. Absolument. Puis, quand je disais on va en venir à bout, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais si on veut que les choses s'améliorent, il faut que ça sorte. Il faut que le méchant sorte. Et c'est ça que je trouvais décevant dans le témoignage de M. Courteau à l'Assemblée nationale, c'est que tu peux pas dire qu'il existe une culture du silence en disant que ça repose juste sur les joueurs, alors que les faits montrent que les dirigeants du hockey junior savent depuis des années qu'il y a des situations d'abus, qu'il y a un rapport qui leur a été donné en 2020 qui disait clairement vous avez un problème d'intimidation, de harcèlement, de discrimination, à des pourcentages très élevés dans le hockey junior. Ils ont caché le rapport pour pas que ça soit discuté. C'est un juge qui les a obligés à publier le rapport. Alors, la loi du silence, elle existe partout. C'est ça un problème systémique. C'est ça. Un problème systémique, ça veut dire que c'est pas juste dans un département d'une organisation, ça veut dire que c'est répandu. Et si on veut mettre fin à ce genre de problème-là, quand tu te présentes pour témoigner, il faut que tu dises
on a ce problème-là, on l'a eu, on tente de le combattre, on a de la difficulté à régler ça, mais si tu le reconnais pas, si les joueurs voient que les dirigeants ne veulent pas parler de ce problème-là, ils ne vont pas prendre le téléphone et appeler les gens de la Ligue et dire hey, je me fais battre par mes coéquipiers ou je me fais intimider. Alors, la reconnaissance du problème, c'est en partie, c'est le plus grand pas à faire. Et je ne pense pas que M. Courteau l'a franchi, ce pas-là, et j'ai été déçu. C'est décevant. Et j'évoquais le contexte où il est en fin de parcours. C'était des bonnes conditions pour justement montrer un peu plus de transparence puis d'empathie. C'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit d'autre, à part sa réputation à protéger. Puis je pense que même en ce sens-là, ça aurait été positif. Oui, mais de dire, il avait un témoignage dont il fallait se rappeler, c'était le témoignage du seul joueur de sa ligue qui était fait dans le cadre de cette demande de recours collectif-là. Et il a choisi de dire qu'il n'y avait aucune connotation sexuelle là-dedans. Le gars dit clairement qu'il a été agressé sexuellement et il dit clairement que les autres recrues de son équipe ont été agressés sexuellement. Donc, c'est peut-être 7 ou 8 joueurs. Juste un témoignage souvent révèle 7, 8 autres cas parce que dans le hockey junior, tu as beaucoup de recrues dans une équipe, il y a un gros roulement de joueurs. Alors, tu ne peux pas balayer ça du revers de la main et dire « Ah non, il n'y en avait pas ». C'est pas de nature à régler le problème systémique. Et un peu comme le scandale du présumé viol d'Équipe Canada Junior, ça commence à sortir des pages sportives, là, tout ça. Peut-être qu'au gouvernement, on va, réajuster le tir parce qu'effectivement, ils n'ont pas grand-chose à montrer. Là. Ça paraît très, très mal. La vitesse avec laquelle on a mis le couvercle là-dessus, honnêtement, ça ne jette pas un éclairage favorable sur le gouvernement. Alors, soyez là la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement politique. Non, c'est pas très bon. Tellement, je vais travailler là-dessus. Un petit Stinger. Oui, beaucoup de travail à faire en général. Hey, on se voit vendredi, Martin. Ben oui. Non, mais là, l'Avalanche va faire quelque chose là, vendredi après-midi. Ça va être gros. Écoute, j'espère qu'il va se passer quelque chose. Sinon, on jouera aux cartes. Est-ce qu'on peut? On peut. Non, mais console-toi, on ne sera pas en costard toute la journée à partir de 6 heures à regarder nos téléphones puis à faire à se remémorer des transactions du passé. Je pense que c'est James Doty sur Twitter qui partageait des montages de. À TSN, il y avait une chorale, il y a un band, ils font des vidéos. Ils sont rendus, c'est tout sauf des transactions. Là. Exactement. Mais, j'ai pitié des confrères et consorts qui vont tenir l'antenne durant tout ce temps-là, mais on aura sans doute un résumé intéressant à faire quand ce sera. C'est brillant, nous autres. C'est brillant, ça va être fini. Ça dure le temps que ça dure. C'est bien pensé. Alors, je vous le rappelle, surveillez les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport pour l'heure exacte, mais vendredi en soirée, Facebook Live, vidéo, web diffusion live en direct, donc sur Facebook, sur celui de la section des sports de Radio-Canada, mais de Radio-Canada aussi, sur le radiocanada.ca dans la section des sports. Et le lendemain, cet épisode-là sera disponible également en balado sur audio. Avec un peu de chance, Alexandre Gascon va être rétabli. On le disait d'entrée de jeu, il est assommé par un vilain virus. Oui, il nous fait un Michigan. On ne sait pas si c'est un virus du Michigan, mais et peut-être que c'est ça. S'il n'y a pas eu grande transaction, on lui demandera comment ça s'est passé là-bas. Je le remercie quand même pour son absence aujourd'hui. Merci, Alexandre. Je te remercie également, Martin Leclerc, notre chroniqueur principal au service des sports. Toujours un plaisir. Arrête donc. Un gros merci à Benoît Durand, Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Oui. Merci spécial à Benoît. C'est de notre faute. On l'a fait travailler fort aujourd'hui. Pas toujours dans un but. pas toujours avec un but. Alors, on t'aime, Benoît. On s'excuse, puis on t'aime. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine, puis on se voit. Non, vous nous voyez. Enfin, on se retrouve vendredi.